Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant. Extrait du poème dédié par Louis Aragon aux membres du groupe Manouchian, fusillés par les Allemands. On revient sur cet épisode historique de la Résistance avec Jean-David Morvan, scénariste d'une indispensable bande dessinée qui leur est consacrée. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actu qui va nous renvoyer à la même époque, puisque c'est la disparition la semaine dernière de Philippe de Gaulle, qu'on présente généralement comme le fils de son père, le général, en oubliant qu'il fut aussi un acteur de la libération. Ça renvoie au programme d'histoire, évidemment. L'heure de la récré, toujours avec Brandon. Récré révision de français avec la sortie d'un livre intitulé « Chercher la faute ». Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris. Elle nous raconte les années collège. Zoom aujourd'hui sur la catégorie de livres préférés des ados. Et clin d'œil à notre invité du Grand Oral, expert en la matière. On va parler des mangas. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. La commémoration de l'histoire de Missak et Méliné Manouchian et de leurs camarades assassinés se poursuit après l'entrée au Panthéon du couple. C'était le 21 février dernier. Elle se poursuit en bande dessinée et en exposition grâce à un scénariste qui se passionne depuis plusieurs années pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance, Jean-David Morvan. Il signe avec Thomas Tcherzekian, Missak, Méliné et le groupe Manouchian. C'est aux éditions Dupuis, parution prolongée par une exposition qui a lieu au musée de la Résistance au Mont-Valérien. Jean-David Morvan, bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui auraient voyagé sur une île déserte en février, bref rappel de qui était Manouchian. Arménien, issu du génocide des Arméniens, transféré dans un orphelinat à Beyrouth, sous mandat français à l'époque, détenteur d'un passeport Nansen qui permet aux apatrides d'arriver en France. Il arrive en France, on pensait qu'il est arrivé à 18 ans, en fait il arrive à 15 ans, parce qu'on s'est rendu compte dans ses carnets qui ont été retrouvés il n'y a pas longtemps qu'il avait menti sur son âge et qu'il avait 3 ans de moins. C'était pour travailler plus facilement. Et donc il arrive en France à 15 ans, il va travailler à la Seine-sur-Mer sur les bateaux, mais son rêve c'est d'aller à Paris parce que c'est un grand fan de la Révolution française et des droits de l'homme. Et donc son rêve c'est d'aller dans la ville de la Révolution française. Il y va, son frère avec qui il est arrivé décède. Il rentre dans des groupes de travailleurs étrangers qui s'appelaient les MOE puis les MOI, main-d'œuvre immigrée, voilà. Qui est des groupes tenus par le Parti communiste. Par le Parti communiste pour mettre ensemble des groupes de langue d'ouvriers, les Hongrois, les Polonais, etc. Donc les Arméniens en ont un. Et le temps se passe, il se passe beaucoup de temps, il écrit des poèmes, c'est vraiment un littéraire et il fait des journaux, etc. Et puis la guerre d'Espagne arrive. Beaucoup de ses camarades partent à la guerre d'Espagne et dans la foulée de la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale. Il reste en France et il va rentrer dans les réseaux de résistance des FTP, francs-tireurs et partisans, du Parti communiste aussi, MOI, donc main-d'œuvre immigrée comme on disait, les étrangers de la résistance. Et c'est pour ça qu'il sera fusillé le 21 février 1944. Et la légende de Manouchian et du groupe Manouchian, elle naît dès leur exécution. Les Allemands, croyant attiser la haine des étrangers, lancent une opération de propagande qui se matérialise, et je vous la remonte par cette célèbre affiche rouge, vous l'avez ici, qui est une affiche de assez grand format, qui est placardée partout. Il y a des tracts, il y a plein de choses. Elle est très très grande, je me suis rendu compte qu'elle est en 4 parties en fait, donc elle est immense en fait. Et il y a des tracts qui expliquent comment ces métèques, ces juifs, on croit que c'est l'armée de la résistance, mais en fait ils sont en train de mentir aux Français, c'est juste l'armée du crime. Voilà. Elle est placardée partout, il y a un livre également qui est diffusé, et ça se retourne extrêmement vite contre les Allemands. Bien sûr, parce que je pense que la mauvaise idée des Allemands, c'était pas leur première mauvaise idée, j'ai l'impression, mais c'était de le faire en février 1944. D'ailleurs, en février 1944... La guerre a déjà commencé à basculer. Ouais, tout le monde en a marre des nazis à Paris, quoi, franchement, et en France, donc plus personne n'a envie de les voir. En plus, il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien pour se chauffer. Donc c'est un enfer, les hivers sont froids, donc tout le monde veut que les Allemands s'en aillent. Et en fait, finalement, comme dit Madeleine Riffaut, une résistante qui a vu l'affiche rouge, parce qu'elle était déjà dans la résistance en 44 et qui est encore vivante, de chez qui je viens, pour elle, c'est un tableau d'honneur. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que ces gens ont lutté pour la France, ils sont morts alors qu'ils sont étrangers, alors les Français doivent le faire aussi. Et d'une certaine manière, ça amplifie la résistance. Voilà, il y a plein d'endroits en France d'ailleurs où les gens viennent discrètement, parce qu'il ne faut pas se faire prendre, déposer des fleurs, écrire voilà, exactement, qu'ils sont morts pour la France et que ce ne sont pas du tout des criminels. C'est une légende, la légende Manouchian, qui est due à cette célébrité extrêmement
extrêmement soudaine qui date de 1944, mais aussi quand même à l'ampleur des actions menées. Il y a des moments quand on lit votre BD où ça ne sont qu'explosions de grenades, coups de feu, etc. Mais ça rend compte de l'activisme complètement dingue de ce groupe. Ils n'arrêtaient pas. Ils n'arrêtaient pas, et en fait, ce qui est très impressionnant dans tout ça, c'est qu'ils ont changé l'esprit des Allemands. C'est-à-dire qu'en 1941-42, venir en France pour les Allemands du front de l'Est, c'était génial, c'est la ville lumière, il y avait du champagne, des filles, c'était la fête. Et au fur et à mesure, par leurs actions, les Allemands disent terroristes. Moi, je dis que c'est pas du terrorisme parce qu'ils n'ont jamais tué un seul civil innocent. Ils ont toujours tiré sur des soldats allemands, donc sur l'occupant. Donc c'est pas du terrorisme. Et en fait, ils ont complètement changé l'état d'esprit. C'est-à-dire que Paris est devenue la ville la plus dangereuse pour les soldats allemands au fur et à mesure de la guerre. Et c'était une action concentrée à Paris avec ce besoin d'être visible et de dire aux Français que la guerre n'était pas perdue et que les Allemands se sentent menacés même dans cette ville théoriquement plus agréable que Stalingrad. Ouais, alors après, il y en avait partout. Il y en avait à Toulouse, il y en avait dans plein d'endroits des FTP, mais ceux de Paris étaient particulièrement bien organisés parce que c'était aussi le centre des Allemands. Et d'un mot, FTP organisé par le Parti communiste qui quand même a beaucoup à se faire pardonner. Oui, beaucoup. À cause du germano-soviétique. Voilà. Métillon, qui était le chef des FTP qui les a créés, a eu un procès stalinien après la guerre, ce qu'il a commencé avant les directives officielles. Très compliqué. Hommage appuyé dans cette bande dessinée aux autres membres du groupe Manouchian. Alors les 10 de l'affiche rouge, puisqu'il y a 10 visages qui sont montrés, mais ils étaient 23 et 23 ont leur portrait dans votre livre. Il y en a même un petit peu plus. Voilà, point commun, ils sont immigrés. Le groupe s'appelle donc les FTP-MOI, main-d'œuvre étrangère, main-d'œuvre immigrée, depuis 1929. Album tout de rouge et de noir, comme cette célèbre affiche rouge à laquelle il renvoie. Il vient de sortir chez Dupuis. Et on retrouve Jean-David Morvan juste après l'Anti-Sèche. Brandon, bonjour. Bonjour, Emmanuel. Il y a quelques jours, Philippe de Gaulle est mort à l'âge de 102 ans. Un hommage national aux invalides lui sera rendu cette semaine par le chef de l'État. Et c'est l'occasion de revenir sur son combat durant la guerre. Une histoire méconnue qui figure pourtant au programme scolaire en 3e ou encore en terminale. Il n'était pas seulement le fils d'eux. Effectivement, bon, c'est quand même le fils du général de Gaulle en tout cas. Et le fils aîné, il est né en 1921. Lui, il joue un rôle significatif, très important durant la Seconde Guerre mondiale, durant la Résistance, que ce soit du point de vue militaire ou diplomatique. Donc comme son père, il a une formation à Saint-Cyr, il devient officier et entre dans l'armée française dès le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, 1939, il a 18 ans. Un an plus tard, son père, qui est général de brigade et sous-secrétaire d'État à la Défense, franchit le Rubicon et part à Londres. Et il apprend par hasard, Philippe de Gaulle, le 19 juin 1940, le lendemain, en écoutant la BBC, que son père a passé un appel la veille. Donc lui, il est en Bretagne. Il ne savait pas où était son père, en fait. Sa femme non plus, d'ailleurs. Yvonne ne savait pas non plus. Il rejoint avec sa famille Londres, depuis la Bretagne. Et à ce moment-là, lui, il est reçu au concours de l'école navale. Il participe à plusieurs stages d'armes dans les écoles britanniques avant de s'engager dans les forces navales françaises libres. Et lors de la bataille de France, il est capturé par les forces allemandes dans les Ardennes, interné dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, d'où il tente d'ailleurs de s'échapper à plusieurs reprises. Oui, échec sur échec, 11 tentatives d'évasion. Et avril 1942, il parvient enfin à s'évader. Évasion spectaculaire quand même, car il réussit à se faufiler hors de son camp de prisonniers en Allemagne en se cachant dans un chariot de linge sale et ensuite en escaladant une clôture électrifiée. Et vu qu'il était aussi grand que son père, il fallait quand même, ça devait pas être totalement, bah oui. évident. D'ailleurs, ses compagnons d'armes, même qui étaient prisonniers avec lui, parlent encore quelques années plus tard d'actes d'héroïsme. Ouais. Donc, il rejoint ensuite les FFL, le mouvement de résistance fondé par son père, les Forces françaises libres. Il est affecté à des fonctions de liaison et de renseignement et il est ensuite envoyé en Afrique du Nord pour participer à des opérations militaires. Au mois d'août 1944, il débarque à Utah Beach, 2 mois après le débarquement américain, avec la mythique 2e division blindée de Leclerc, au moment où les Alliés ont sécurisé cette zone. Il est à la tête d'un peloton quand même, Philippe de Gaulle. Il combat autour d'Alençon, d'Argentan, et il participe à la libération de Paris au mois d'août 1944, aux côtés de son père, mais il n'est pas sur cette photo absolument célèbre où on voit le général de Gaulle qui descend les Champs-Élysées. Et là, encore une fois, Philippe de Gaulle est héroïque, puisque au soir du 24 août 1944, à l'Assemblée nationale, il y a encore environ 400 soldats allemands qui sont armés jusqu'aux dents, et lui, il réussit à obtenir la reddition de l'armée allemande. Si j'ai bien lu, sans tirer un coup de feu à ce moment-là de l'histoire d'ailleurs, quelques talents diplomatiques. Après-guerre, Philippe de Gaulle gravit
gravi les échelons de la marine jusqu'à devenir amiral et il met un terme à sa carrière militaire en 1982. Il commence là une seconde vie politique. Oui, carrière politique, il entre au sein du RPR de Jacques Chirac. Il est sénateur de 1986 jusqu'en 2004. Après sa carrière politique, lui, il se charge plutôt de perdurer la mémoire de son père. 1997, il publie ses mémoires accessoires. Voilà, le titre est élégant. Oui, c'est très élégant pour se différencier des mémoires de son père. Mais bon, comme historien de son père, il a été très critiqué aussi parce que très critiqué. Deux, trois approximations et il a un peu revisité les choses. Oui, totalement, effectivement. Et donc, lui, il n'a jamais obtenu d'avantage quand même de son papa, qui était contre le népotisme. Et il a pas été compagnon de libération alors qu'il aurait pu quand même prétendre à cet honneur. Et il est mort donc à 102 ans. Il repose au cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, là, dans le caveau familial avec son papa, avec sa maman et sa sœur Anne. Quant à son autre sœur, un peu plus loin dans le cimetière. Il y a quand même un ouvrage que je pourrais vous conseiller qui est absolument magnifique, un petit bijou d'histoire si vous voulez en savoir plus sur cette complexité familiale entre le père et le fils. C'est De Gaulle, mon père, qui est publié en 2003. Franchement, on apprend énormément de choses sur Philippe de Gaulle et sur cette relation difficile de grandir et de naître dans l'ombre d'un géant. Voilà, qui n'était pas d'une tendresse extraordinaire pour son fils, si j'ai bien compris. C'était pas de l'éducation positive. Oui. Brandon, merci beaucoup. Grand oral, Jean-David Morvan. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » et les mornes matins en étaient différents. Extrait cette fois des strophes pour se souvenir de Louis Aragon. Hommage au groupe Manouchian. Jean-David Morvan, auteur de Missac Méliné, le groupe Manouchian, Les fusillés de la fiche rouge séchée Dupuis. Je vois ici que France Info vous le recommande. School TV aussi, même si on n'a pas la petite écriteau. Quand on lit les bios des 23, même des 30 que vous rapportez dans le bouquin, et les Allemands en ont beaucoup joué, les noms sont ceux d'étrangers, ce qu'Aragon souligne également dans son poème, qui ont choisi d'être des Français de préférence. Ça résonne avec l'actualité quand même. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi ça la force de la panthéonisation de Manouchian et à travers cette panthéonisation de tous ses camarades. D'ailleurs, les noms sont inscrits. Après, c'est très complexe de savoir combien on en met. Je vois qu'ils ont quand même marqué les noms des 23, mais ils étaient plus que 23 et c'est pour ça que dans la bande dessinée, on a voulu aussi raconter ceux qui n'ont pas été fusillés. Les 23, c'est les fusillés, sans oublier, évidemment, Golda Bancic, qui, elle, n'a pas été fusillée. C'était la seule femme qui a été arrêtée et exécutée. Et les Allemands ne voulaient pas exécuter les femmes en France parce qu'ils trouvaient que ça leur donnait une mauvaise image. Ils les envoyaient. Dieu sait qu'ils avaient une bonne image. Oui, c'était super. Oui. Et ils les envoyaient se faire décapiter en plus en Nebel, c'est-à-dire sans nuit et brouillard. C'était les déportations secrètes. Exactement. Elle a été décapitée à Stuttgart. Exactement. Il est amoureux, Manouchian, d'une idée parce qu'il est amoureux d'une idée qui est une certaine idée de la France, la France qu'il a accueillie, la France patrie des droits de l'homme. Mais elle l'a aussi poursuivi. En 1938, il a été interné, Manouchian. En tant que communiste, oui, pas en tant qu'étranger. Mais, voilà, oui, évidemment, ils ont tous des parcours. Mais du côté liberté d'expression, c'était pas génial non plus. Non, c'était pas ça exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une brochure du colonel Fabien qui sera le premier FTP à tuer un Allemand à Paris en 41, si je me souviens bien, et qui à Barbès-Rochechouart à la station, et qui avait déjà fait une brochure qui s'appelait Comment se défendre pour les gens du Parti communiste, si jamais ils étaient arrêtés par la police, qu'il fallait dire, etc., et qui a été transformé pendant la guerre pour la résistance. Et donc, ils avaient déjà beaucoup l'habitude de se défendre. Et c'est pour ça, sans doute, qu'ils avaient l'habitude de vivre dans la clandestinité. Vous avez cette passion pour la résistance en général, pas seulement le groupe Manouchian. Vous avez engagé un travail de longue haleine avec une autre grande résistante. Vous l'avez signé à l'instant et je crois que vous sortez de chez elle. Mais exactement. Et vous nous avez rejoint. Madeleine Riffaut, et signale d'ailleurs qu'il y a une série que vous avez publiée chez Dupuis aussi. Qui s'appelle Madeleine Résistante. Ouais, on a Madeleine 2 albums Résistante, pour 2 tomes parus pour le moment. Ouais. Votre meilleur pote, vous dites. Ouais, c'est vraiment mon pote, Madeleine. C'est bien. C'est inattendu, hein, je ne m'attendais pas. Qu'est-ce qui vous a... 99. Ouais. En fait, on sort le tome 3 le 23 août 2024. C'est 100 ans. Incroyable. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner pour cette période de notre histoire? Parce qu'avant, vous faisiez des mangas, vous faisiez plein de choses. Ouais, j'en sais rien, en fait. C'est très, très complexe, sans doute tout un faisceau de choses. Je me suis rendu compte après que même quand je faisais de la science-fiction, je racontais des histoires de résistance, je transposais ces histoires-là dans
d'autres univers et je me suis rapproché d'une certaine réalité. Et comme ça, sans doute en faisant une BD qui s'appelait Irena, qui est une Polonaise qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie. Et j'étais frustré de ne pas la rencontrer, elle était morte avant que je commence la BD. J'ai vu Madeleine à la télé dans un documentaire. Je l'ai appelée, elle m'a envoyé chier, mais finalement, la deuxième fois, elle a accepté que je vienne. Elle n'a pas accepté tout de suite. Ouais. Mais vous aviez vu une expo, je me suis laissé dire, en lisant dans les journaux, oui, ça, c'est pour Irena, de propagande nazie à l'œuvre dans les ghettos polonais au mémorial de la Shoah à Paris, qui vous avait aussi dit waouh. C'était pour Irena, ouais. Je voulais faire les ghettos, mais je ne savais pas comment le faire. Et que 2 ans après, j'ai découvert l'histoire d'Irena et je me suis dit, voilà, ça, c'est ma porte d'entrée dans le ghetto. Jean-David, vous avouez facilement avoir été un cancre patenté à l'école. Jusque-là, j'étais gentil quand même. Je veux pas un cancre, c'est pas méchant, un cancre, s'il vous plaît. En passant par le vocabulaire de la bande dessinée, est-ce que vous espérez toucher les jeunes autrement que par les moyens traditionnels du manuel d'histoire ou du cours ou, Bien sûr. Est-ce que vous avez pensé à eux particulièrement en faisant cette BD? Je dirais les jeunes et tout le monde. Sur Irena et sur Simone, qui est l'histoire de Simone Lagrange, une autre résistante déportée qui, elle, avait été arrêtée par Klaus Barbie et qu'elle a reconnu plus tard en 1972 et elle a participé au procès, ce qui est un courage incroyable. Avec David Évrard, on essaye de faire un dessin plus jeunesse qui, voilà, quand je suis arrivé face aux éditeurs et que j'ai dit je voudrais faire une BD jeunesse d'abord sur les ghettos et ensuite sur la Shoah puisqu'elle va à Birkenau, on m'a dit que j'étais fou et je suis sans doute un peu, mais je me suis rendu compte que mon intuition était bonne. Dans les écoles aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils s'intéressent beaucoup à ça. Je suis même très étonné en fait. Et ils ont beaucoup de questions et beaucoup de choses à apprendre pour essayer de concrétiser un peu toutes ces connaissances qui arrivent de partout. Et c'est assez formidable de parler avec eux. J'aime beaucoup. C'est une vraie belle porte d'entrée, différente des portes d'entrée classiques. Au total, au cours des 3 années de lutte armée, de fin juin 41 jusqu'au 15 août 44, 75 Allemands sont tués en région parisienne par l'ensemble des groupes FTP français et étrangers. Si on prend l'été 42 à l'été 44, au moins 370 Allemands sont également blessés, dont une centaine grièvement. Et pendant la même période encore, 82 policiers et collaborateurs français sont tués et près de 130 sont blessés, dont une cinquantaine grièvement. C'est ce que rappelle l'historien Thomas Fontaine dans le livret pédagogique qui clôt la bande dessinée. C'est pour quand même poser quelques chiffres. Ça peut paraître rien à l'échelle d'une guerre, mais c'est quand même assez considérable. C'est des centaines de victimes. C'est énorme, et psychologiquement, c'est absolument énorme. Et on retrouve Jean-David Morvan juste après la récré. Récré studieuse aujourd'hui, Brandon. Attendez, toujours. Bah ouais, c'est jamais, on rigole jamais en récré avec vous. Bon, attendez, vous allez voir, on va rigoler. Ah, on va rigoler. Cherchez la faute, c'est un livre qui vient de sortir, il est signé Bruno Devel, c'est chez Opportun Édition. Oui, c'est un professeur de lettres, il est blogueur, c'est aussi le champion du monde de l'orthographe en 1992 à New York avec la dictée Bernard Pivot. Donnez-moi le livre là. Non, je le garde parce que j'ai vu que dans mon texte, vous m'aviez pas mis de réponse et je sens venir le quiz. Je voulais faire un petit quiz parce que je ne connais pas. Pour une fois que j'aurais c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, jeune Brandon. Alors, dans le livre, quand même, pour préciser, on a 2000 fautes avec environ 150, 160. Oh, des erreurs, dites des erreurs. Faute, c'est moral. Oui, voilà, des erreurs plutôt. À chaque texte, des textes assez drôles d'ailleurs, on retrouve une dizaine de fautes. Des fautes assez faciles, mais des fautes très piégeuses. Mais c'est à moi de poser des questions quand même. On va tester votre français. Allez. C'est con parce que j'avais plutôt pris un élastique pour jouer dans la cour. Mais moi j'avais des billes, moi. Mais pour une fois, je joue le professeur. Bon, allez, on y va. Manuel. Alors attendez. C'est compliqué de vous le montrer comme ça les textes. Plutôt, vous allez m'épeler des mots qui paraissent un peu compliqués. Alors, comment vous écrivez, par exemple moi, je vais l'écrire. Compliqué. Attendez, est-ce que j'ai pas. Alors, vous n'avez pas révisé Calvitie, vous l'écrivez comment? Calvitie. C'est pour vous. Vous croyez que je l'écris comment? C'est A-L-V-I-T-I-E. Voilà, bon, c'est compliqué de vous piéger. C'est-à-dire, on a eu le temps de réviser. Nous demande ça à nous. Sabbatique, vous l'écrivez comment? Avec 2 B, comme le repos du sabbat. Non. Moi aussi, j'aurais fait pareil. Vous êtes triché. Et par exemple, si je vous dis va-t'en. C'est-à-dire va-t'en. Va-t'en. Bon, alors. Pas de bruit, pas de bruit. Franc-parler. FRANC, trait d'union, parler, PARLER. Vous avez lu le livre avant quand même, c'est de la triche. Attendez, il faut quand même vous en trouver. Autodérision. Autodérision, oui, il faut savoir s'il y a un trait d'union ou pas. Je pense que c'est ça la piège. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas non plus. Attendez, mais c'est pas possible. C'est bon, un petit dernier quand même, parce que là c'est trop facile. Essaye encore, jeune Brandon. Voilà, là c'est compliqué. Allez, petit scarabée. Maître Yoda va répondre. Mais c'est pas possible quand même. Non mais attendez, liturgie, vous l'écrivez comment? L-I-T-U-R-J-E, c'est facile ça, vous l'écrivez. Mais là j'ai pas de difficile. Bon voilà, merci beaucoup. Un dernier s'il vous plaît. Narcotrafiquant. Ça va être la même question de savoir s'il y a un trait d'union ou pas. Moi j'en mettrais un, mais pas sûr. Moi j'en mets pas. Effectivement, bravo. Bien joué. Bon voilà. Bien joué. Allez, c'est chez l'Opportun Édition, vous pouvez réviser. Voilà. Bon, on n'était pas si mauvais que ça à l'école. C'est même très bon quand même. Non, on n'est pas c'est l'école à l'ancienne. Vous pouvez pas connaître, jeune homme. Ça sert à rien, maintenant vous l'avez appris par cœur. Allez, grand oral, Jean-David Morvan.
Alors moi aussi j'ai un petit peu de lecture à vous faire. Belle lecture. Parfois s'éteignent les flambeaux de l'espérance et les ténèbres t'étreignent entièrement. Ton monde intérieur, tourmenté et sauvage, s'écrase impuissant contre le rocher de la vie. Ton âme cependant est un phénix qui s'enflamme. Fécondée par des forces inconnues, elle renaît victorieuse de ses chutes et s'élève sans cesse jusqu'à la lumière. Et ça c'est un texte extrait de Ivre d'un grand rêve de liberté. C'est un recueil des poèmes justement de Missak Manouchian. C'est le seul livre qui va faire concurrence avec le vôtre sur Manouchian. Ça me va mais très en bien, fait, il faut acheter les deux à la fois. Recueil de poèmes, c'est chez Point Poésie. Ce ne sont pas les textes les plus connus de Manouchian. Non. Plus connu, c'est sans doute la lettre qu'il écrit à Méliné. Les condamnés du Mont Valérien ont pu écrire des lettres d'adieu. Et celle de Manouchian à Méliné est bouleversante. Il écrit notamment qu'au moment de mourir, il n'a, je cite, aucune haine contre le peuple allemand ou contre qui que ce soit. C'est dingue quand même. C'est intéressant parce que eux, ils ont eu le droit d'écrire des lettres parce qu'ils étaient considérés par les Allemands comme des soldats. Mais les otages qui n'étaient donc aussi qui ont été résistants, mais étaient considérés comme otages et pas comme combattants, entre guillemets terroristes, n'avaient pas le droit d'en écrire parce qu'ils étaient considérés pas comme des soldats. Et donc eux ont eu le droit de le faire. Et on sait, grâce à Didier Daninx, qui est un mec formidable, qu'il a écrit 2 lettres en fait, une à Armène, la sœur de Méliné, et celle-là à Méliné, qui est absolument magnifique et qui a inspiré tous les résistants, dont Madeleine Riffaut, puisqu'il dit à sa femme de vivre et d'avoir un enfant, de se marier. Et Madeleine Riffaut, après la guerre, se marie avec un de ses copains de résistance qui s'appelle Pierre Dex, qui deviendra un grand monsieur, ami de Picasso, etc., comme Madeleine d'ailleurs. Et elle se marie, elle a un enfant, et ils suivent tous en fait le chemin tracé par Manouchian. Donc c'est un grand symbole. Manouchian, passionné de littérature, qui échange avec les artistes, les intellectuels. Enfin, c'est cette vie qu'on peine à s'imaginer aujourd'hui, qui est à la fois une vie d'ouvrier, il travaille à l'usine, et en même temps une vie d'intellectuel et d'artiste. C'est ça exactement, et en même temps il est très musclé et très bien foutu visiblement, et donc il pose aussi pour gagner de l'argent une fois qu'il a été viré, parce qu'il y a la crise de 29 qui arrive. En 1930, il n'y a plus beaucoup de travail, donc il y a beaucoup le fascisme arrive en France avec beaucoup de gens qui disent c'est les étrangers, le racisme arrive, donc on vire les étrangers. Donc il cherche du travail, il pose avec beaucoup de peintres, et l'art est vraiment, je pense, son principal moteur, effectivement. Comment il se fait prendre, Manouchian? C'est raconté dans la BD. Oui, bien sûr, je le sais. Non, mais moi, c'est pour vous dire que je m'en suis rendu compte. Mais voilà, en fait, il voulait pas tuer des gens. En fait, je pense qu'il y en a pas beaucoup dans le groupe qui avaient pour plaisir de tuer des gens. Ils ont été obligés de le faire parce qu'il fallait le faire. Il devient chef militaire du FTP, MOI, des 4 groupes, en fait, en 43. Entre autres parce qu'ils veulent, au début, ils faisaient des actions à 3. C'est ça, c'était la théorie de Holban. Voilà, et puis à un moment donné, il y a une nouvelle théorie qui émerge en disant il faut y aller plus nombreux pour faire plus de dégâts, etc. Mais ça fait courir des risques à plus. C'est ça, Epstein arrive, et puis surtout, il faut utiliser des hommes qui ne sont pas forcément des anciens de la guerre d'Espagne. C'est ça. Et donc, il faut prendre des jeunes, et c'est plus risqué. Donc, c'est des grandes discussions au sein du Parti communiste et des FTP. Mais lui, il est chef militaire, donc en fait, il prépare les actions. Et il fait une première action avec Rajman, il balance une grenade sur des Allemands qui défilent. Voilà. Et puis à Levallois-Perret, et puis ensuite il devient chef, et il est en relation avec ses chefs en permanence, et en fait la police française, la BS2, les brigades spéciales finissent par remonter tout le groupe, et ils attendent même qu'ils tuent Julius Ritter, qui était le chef du STO, donc service de travail obligatoire. Les Français qui étaient obligés d'aller travailler en Allemagne dès qu'ils avaient 21 ans. Et donc il les laisse tuer le gars parce que la filature n'est pas terminée. Et un jour, ils décident que c'est le moment et ils arrêtent parce qu'en fait, ils sont surveillés de longue date. Oui, ça fait plusieurs mois qu'ils sont surveillés. Et il y a déjà d'autres groupes avant qui ont été arrêtés. C'est pas les premiers à être arrêtés. Justement, son groupe, le groupe Manouchian, entre dans l'histoire. On l'a dit suite à la fiche rouge, mais ce sont loin d'être les seuls résistants capturés et exécutés. Au total, rappelons-le, la répression a conduit à l'exécution de 2500 condamnés à mort en zone occupée. Oui, ça fait beaucoup, et au moins 1000 et quelques au Mont Valérien, je pense, donc la moitié à Paris, quoi, carrément. Donc oui, c'est énorme, et les Allemands, ils n'avaient pas beaucoup de pitié, mais c'est normal, ils essayaient de sauvegarder leur territoire conquis, entouré de gens qui n'avaient pas envie qu'ils soient là, donc c'est les forces. Parmi lesquels Minac, Méliné et le groupe Manouchian. Superbe album signé Jean-David Morvan et Tcherzekian pour le dessin. J'ai peine à vous montrer. Oui, voilà, c'est magnifique, c'est très beau. Vous avez des portraits, allez, je vais quand même vous en montrer au moins un. Il y en a un certain nombre. C'est là que ça se passe, donc de 30
résistants qui faisaient partie du groupe, pas seulement les 23 qui ont été exécutés, pas seulement les 10 de la fameuse. On va dire 4 femmes importantes, Madeleine Oboda et Golda Bancic, qui amenaient les armes, en fait, qui stockaient les armes chez elles, qui les amenaient, etc. Christina Boyko, chef du renseignement, donc c'est elle qui a trouvé par exemple Julius Ritter, et puis Méliné, évidemment Méliné. Voilà, et à la fin, vous avez des extraits des lettres, des dernières lettres connues des 23. Je cite l'extrait de celle de Golda Bancic parce que vous parliez de Manouchian en disant à Méliné, si je meurs, marie-toi et fais des enfants. Et elle écrit à son fils, à sa fille, en lui disant, je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Et c'est une lettre qu'elle a écrite en secret et qu'elle a balancée à Stuttgart dans la rue par la vitre de la voiture avant de se faire décapiter. Quelqu'un a ramassé et l'a envoyé à sa fille. Incroyable. Vous restez avec nous, on va parler manga. C'est une plaisir. forme que vous connaissez bien. Bien et sûr, puis on va également suggérer fortement à Amélie Paris d'avoir cette bande dessinée dans son CDI, si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, Brandon. Sympa votre petit jeu, là, j'ai bien aimé tout à l'heure. Allez, les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste au collège Maurice Utrillo à Paris, dans le 18e, en REP. Le 1er mars dernier, le mangaka Akira Toriyama, créateur entre autres de Dragon Ball, décédait. Dragon Ball, c'est, pour qui l'ignorait, l'album qui s'est vendu à plus de 260 millions d'exemplaires dans le monde. Et c'est en partie grâce à lui que le manga a pris son essor en France. C'est aussi le genre préféré de vos élèves. Vous allez puiser dans votre logiciel d'emprunt et c'est toujours les mangas qui gagnent à la fin. Et oui. Alors, qui ne connaît pas Dragon Ball et son célèbre personnage Son Goku, même moi, grâce au Club Dorothée. Alors, c'est le manga qui traverse les générations et qui a une place particulière dans le cœur des Français parce qu'il faisait partie des premiers gros succès dans les années 80, même si en France, il est arrivé dans le désordre. Il est d'abord arrivé à la fin des années 80, en 1987, dans le Club Dorothée, donc comme je le disais, en dessin animé, et ensuite, il est sorti en version papier en 1993. Et donc, le Club Dorothée battait des records d'audience toutes les semaines, à chaque fois qu'il le diffusait. Et le manga est devenu aussi connu en France que sur l'archipel nippon, voire plus. Et ça dure, parce qu'en 2018, c'est-à-dire 25 ans après sa sortie, il s'en est vendu uniquement en France 1 million d'exemplaires, soit un toutes les 30 secondes. C'est énorme. Ça fait rêver les auteurs quand même. Vous dites qu'il a participé à l'essor du manga en France dans les années 80, mais cette bande dessinée japonaise, elle existe depuis plus longtemps. Ça c'est le moment de l'explosion. En France, oui. Ouais. Alors c'est difficile de dater réellement l'origine des mangas. Alors si on remonte aux premières bandes dessinées au Japon, elles n'ont pas été inventées par des Japonais, mais par des étrangers qui étaient installés au Japon à la fin du 19e siècle. Et ces dessinateurs français et anglais essentiellement ont influencé les Japonais avec une nouvelle manière de dessiner. Et puis il y a eu cette envie de faire comme les Américains en publiant régulièrement des bandes dessinées dans la presse. Et c'est vraiment là qu'est né le manga, qui est ensuite devenu de plus en plus japonais. Et les mangas que l'on connaît aujourd'hui, eux, sont nés vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Alors on peut citer Osamu Tezuka, le créateur d'Astro, le petit robot, qui révolutionne le manga au sortir de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, qui était un grand admirateur de Disney. Et oui, et particulièrement de Bambi, alors surnommé père du manga ou dieu du manga, les personnages aux grands yeux influencés de Disney. Eh bien, c'est lui. Alors ce coup de crayon tout en rondeur rend les personnages très expressifs, très attachants. Et Astro, dont vous parliez, donc lui, c'est vraiment l'archétype du héros un peu naïf et bienveillant, comme on retrouve aujourd'hui dans les mangas. Et donc, Osamu Tezuka, c'est vraiment lui qui a posé les bases de la grammaire du manga moderne tel que l'on connaît aujourd'hui. Admirateur de Walt Disney, mais la société Disney, elle est admiratrice d'Osamu Tezuka. Et oui, alors c'est une polémique, non? Oui, qui est ancienne. Alors, le roi lion serait grandement influencé par le roi Léo, donc le manga d'Osamu Tezuka. Il faut dire quand même qu'il y a comme un point commun là. Prépublié donc au Japon dans les années 50 dans la revue Manga Shonen, donc bien avant le long métrage de Disney. Mais l'équipe du roi lion a toujours nié ces ressemblances. Ils ne veulent pas payer, c'est normal. Quand vous dites prépublié, vous voulez dire qu'au Japon, les mangas sont publiés d'abord donc sous forme de feuilletons dans les revues. Ensuite, ça devient des gros bouquins. Oui, c'est ça. Je crois que c'est des gros bouquins à chaque fois, les mangas. Oui. Alors, un épisode par semaine ou par mois. Donc, les mangaka travaillent sur un nombre de pages déterminé dans un temps donné. Ils écrivent d'abord un synopsis qu'ils vont soumettre à l'éditeur et c'est lui qui dira s'ils peuvent se lancer dans le travail du dessin. Alors, d'abord au crayon à papier, puis à l'encre. Alors, parfois, c'est eux ou leurs assistants qui vont poser les différents niveaux de gris. Et ça, c'est la méthode traditionnelle. Les plus jeunes, eux, dessinent
directement sur tablette ou sur ordinateur. Alors, du côté des mangas japonais, qu'est-ce qui marche en France? Je précise japonais, puisque nous avons les mangas de M. Morvan ici présent. Difficile, hein, quand on est avec des ados et avec les élèves du trio, d'échapper à des monuments comme Naruto, One Piece, Demon Slayer, l'Attaque des Titans. Ils sortent régulièrement. Ils se vendent chaque millier à des millions d'exemplaires dans le monde. Les mangas représentent plus de la moitié du marché de la bande dessinée en France, qui reste le second pays consommateur de mangas après le Japon. Mais en 2023, les ventes ont chuté de 18% par rapport à 2022. Oui. D'un coup. La raison, la hausse du prix liée à la crise du papier. Et puis, les mangas ont passé la barre psychologique des 6,99 €, puisqu'ils sont maintenant vendus aux alentours de 7,20 €, 7,30 €. Certains atteignent même les 10 €. Et puis, peut-être aussi une baisse liée à l'essor des webtoons. Vous nous en parliez des webtoons. Oui. Et donc, la France serait sur le point d'être rattrapée par les États-Unis. Un mot de complément? Oh, formidable. Moi, je suis un grand fan de Akira Toriyama et je vais même dire que, donc le créateur de Dragon Ball, et je vais même dire que Dragon Ball m'a empêché de commencer à fumer, à boire du café et de la bière, parce que là où mes copains, après au lycée, allaient dépenser ça, moi, je courais à la maison voir le nouvel épisode de Dragon Ball. Donc, merci Akira Toriyama, vraiment pour toujours. Excellent. Et j'ai manqué dans mes notes, mais vous avez eu des prix pour vos mangas. Pour mes BD, oui, j'en ai eu quelques-uns, mais surtout ce qui est plus important si on parle de manga, c'est que j'ai habité au Japon longtemps, justement grâce à ça. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Missak, Méliné et le groupe Manouchian, c'est aux éditions Dupuis et on vous recommande au passage, ils ont été cités, les 2 tomes, bientôt 3, des bandes dessinées sur Madeleine Riffaut. Et donc vous avez cité Irena, il y a eu 5 tomes sur Irena Sendlerova, qui a souhaité 2500 enfants juifs. Pour Simone Lagrange. Et puis je rajouterai Adieu Birkenau avec Ginette Kolinka. Une dame extraordinaire aussi. Chez Albin Michel. Et puis cette expo au musée du Mont-Valérien, c'est jusqu'au 30 novembre 2024 en partenariat avec le musée de la Résistance nationale et les éditions Dupuis. Merci donc à tous les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Sophie Coulon au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, avec en régie au son aujourd'hui Thibaut Goury-Lafont et à la réalisation Angèle Jean Girard. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.